Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur la radio Génial Taxi FM Lomé. Nous sommes à la gare routière de l'information avec un confrère où nous allons revenir sur pas mal de sujets. Et cette attaque suicide à peu près d'une ampleur assez importante pour le Togo, c'est au nord du pays. On placera un mot là-dessus, l'attaque djihadiste qui touche encore nos forces de défense et de sécurité. Dans les Kondjal, on va en parler légèrement. Nous parlerons naturellement de la politique avec Agboyomi Kodjo qui veut revenir au pays. C'est ce qu'annonce donc la dynamique. Monseigneur Kodjo, Agboyomi veut être là avant les élections. On s'interrogera sur le sujet. Nous parlerons également de la place à accorder à ceux qui ont défendu le Togo, à nos héros, ceux qui ont représenté le Togo en une sphère plus élevée. Panthéon pour les héros de la nation. C'est la question que je poserai à mon confrère en studio. Bienvenue. Taxi FM, la seule radio de débat, d'info et de sport. Alors pour l'instant avec moi, Jacques Diakouti. Bonjour Jacques. Bonjour Eric, bonjour aux auditeurs auditrices de Taxi FM. Merci d'être là. Merci Eric. Alors, je voudrais qu'on commence par cette information qui nous est parvenue il y a encore quelques heures. Et selon d'autres vraisemblances, dans les Kondjal, hier aux alentours de 12 heures, nos forces de défense et de sécurité sont tombées dans une embuscade avec plusieurs morts. Et comme depuis le début, l'information n'est ni confirmée ni infirmée, mais ça circule sur les réseaux sociaux et relayé par beaucoup de personnes qui sont suffisamment crédibles à nos yeux. Alors on se pose la question, il se passe quoi encore? On a le sentiment que c'était il y a longtemps, mais bon, ces bandits là sont toujours là. Comme vous l'avez si bien dit, Eric, vous savez, depuis un certain temps, l'armée ne communique pas. Oui. Sur effectivement ce qui se passe au niveau de la région. Oui. Vous l'avez si bien de l'introduire. On n'infirme pas. On ne confirme pas non plus. On ne confirme pas non plus. Mais je voudrais, avec humilité, si c'est vrai, présenter vraiment les condoléances les plus attristées à la famille, aux familles éplorées, parce que ce qui circule sur ces réseaux, sur les réseaux actuellement, font froid dans le dos. Oui, bien sûr. Font froid dans le dos. Et puis vous savez, ce genre d'attaque, c'est vrai que on déplore les morts, et il y a également les blessés, et souvent on déplore également les disparus. Oh, oui. Vous voyez, voilà, il faut tenir compte de ça également. On ne sait pas combien ont disparu, combien ont été blessés, et tout ça, comme l'armée ne communique pas depuis un certain temps sur la situation dans le Nord. On parle quand même de plusieurs décès. Dans les rangs justement. De nos forces de défense. Donc, vous voyez, c'est pas si aisé, facile. Une fois encore, comme je le disais tout à l'heure, mes condoléances les plus attristées aux familles qui ont été touchées par ce drame. Et appeler une fois encore les uns et les autres à l'unité, à la cohésion. Parce que vous savez, au cours de son discours à la nation, le chef de l'État l'avait si bien dit. Il dit que ça sera une bataille rude et longue, ça va prendre assez de temps. Hein, ces attaques-là, et il faut reconnaître également que c'est des décès qu'on va enregistrer, comme il l'avait dit, que ça ne serait pas du tout facile. Donc, il avait déjà préparé nos esprits à ça, mais il faudrait aujourd'hui que Togolais que nous sommes, nous puissions unir également nos forces, prier pour nos FDS, les familles éplorées, et que vraiment la compassion du Seigneur. Parce que ce qui se passe, Eric, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait froid. Oui, c'est une nébuleuse, ces gens-là qui opèrent visiblement impunément. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas d'informations officielles sur ce sujet depuis l'événement. C'est vrai que le président en a parlé sommairement,
le 27 avril dernier, mais on n'a pas plus de détails sur ce qui se passe, la manœuvre, comment elle s'effectue, qui sont ceux qui sont blessés, le nombre de décès à peu près. Peut-être qu'on a le sentiment que ça peut renseigner l'ennemi. Vous savez qu'au cours de son discours, il avait dit, oui. Il a dit que c'est l'option que même ils ont adoptée, oui, de ne pas communiquer sur ces attaques. Mais curieusement, l'information, ça sort toujours. Toujours, mais c'est comme ça. Mais du moment où, par exemple, il y a les blessés, il y a les morts, l'information va sortir. Bien parce qu'il y a des familles, voilà, il y a des familles endeuillées. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que les frères, les sœurs qui ont leur mari, leurs frères au front, vous voyez qu'ils seront dans l'inquiétude totale. Les gens seront déboussolés sur la situation par rapport à cette attaque. Et surtout, vous voyez, ce qui fait mal au dos, mal plutôt, c'est quand l'information circule sur les réseaux, bon, les gens se disent, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, parce que l'armée ne communique pas. Et vous savez également que depuis un certain temps, pour joindre nos frères du septentrion, c'est pas facile, avec les réseaux sociaux, les appels téléphoniques, c'est un peu compliqué. Oui, dans certaines zones, voilà, un peu restreint. Donc vous voyez que tout ça là, les gens sont dans la psychose totale. S'ils n'arrivent pas à joindre, par exemple, leurs frères, leurs amis, pour voir si ce qui circule sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Vous voyez, donc tout ça là, il faudrait effectivement que l'armée, le gouvernement puisse choisir l'option. Même si vous ne voulez pas donner le nombre de décès, mais il faut quand même dire qu'il y a attaque. Et on continue les enquêtes tout juste pour rassurer l'opinion par rapport à cette situation. Mais si on se tait, et s'il faut tout le temps que c'est sur les réseaux sociaux qu'on essaie de lire ces genres d'informations, certains se diront que c'est faux, diront que c'est vrai. Et bon, vous voyez, on est là, dans une nébuleuse totale, et l'ennemi autre continue toujours pas à opérer. C'est vrai que l'option du chef de l'État, il disait que non, c'est pas en communiquant, c'est comme si on donne de l'importance, de la valeur à ceux qui viennent attaquer. Mais quelque part, vous voyez, c'est vrai, quand on le fait, on leur donne de la valeur. Mais si on ne le fait pas aussi, plus, ça fait mal à ceux qui ont, par exemple, les parents, des amis au front, et qui meurent et qui ne sont pas au courant. C'est après peut-être 2-3 jours qu'on apprend effectivement qu'il y a eu attaque, qu'il y a eu décès. Je crois qu'il faudrait essayer de voir comment communiquer. Peut-être que le gouvernement communique avec les familles directement. Oui, c'est certain. Peut-être que le gouvernement peut choisir l'option d'appeler directement les familles pour leur informer du décès de tel parent, de tel frère au front par rapport à ces attaques. Donc une fois encore, je crois que cela nous interpelle tous une fois encore à la mobilisation derrière nos FDS, surtout demander effectivement au gouvernement de redoubler plus encore de vigilance parce que selon les premières informations, je ne sais pas si c'est vrai, il paraît que là où l'attaque a eu lieu actuellement, c'est comme si c'est un truc qui se répète, c'est-à-dire que c'est le même endroit. Qu'on attaque toujours nos FDS. Ça veut dire que cette zone est embastillée à peu près par cette bandit-là. Je ne peux pas comprendre. Est-ce qu'ils sont permanemment dans cette zone ou bien ils reviennent? Ils vont dans le Burkina, ils reviennent ou non, comment? ils reviennent parce qu'ils ne sont pas dans la zone. S'ils étaient dans la zone, avec le ratissage permanent que nos FDS font, je ne pense pas qu'ils puissent encore avoir un nid de ce djihadiste-là dans les localités. J'ai l'impression qu'ils vont et ils viennent. Il faudrait aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, vous savez, Eric, en ce temps, toi, tu étais étonné ce matin qu'on dise encore qu'il y a une attaque. Oui, bien sûr, parce que voilà. pour nous autres, bon, voilà, c'est de l'histoire très ancienne. Voilà, vous avoir réussi à pacifier la zone, voilà. Donc ce bandit-là très loin. C'est ce que tout le monde se disait. Mais comme vous savez, quand vous combattez un ennemi invisible, il faut être toujours en permanence vigilant. Il faut être toujours vigilant et continuer toujours par ratisser, parce que c'est une zone un peu compliquée. Et c'est le lieu, une fois encore, d'inviter les États, parce que avec cette force dont on dit qu'on va mettre sur place, il faut que cette force-là se mette rapidement en place pour vraiment venir à bout
de ces bandits-là qui créent la psychose, qui créent des drames dans les familles, oui. Et vraiment qui nous épargnent de cette paix-là, que la cohésion qu'on avait. Et finalement, chaque jour, c'est la détresse, la désolation dans cette localité, la plaise à Dieu de faire quelque chose pour qu'on puisse venir à bout de ces bandits. Et comme dit un auditeur, c'est qu'on ne communique pas dessus, mais tous les jours que Dieu fait, il y a toujours des attaques. C'est vrai, ce ne sont pas tous les attaques qui sont soldées par des décès ou des blessés, mais il y a toujours affrontement sur le front. On va dire aux auditeurs, ceux qui souhaitent participer au débat, ils peuvent toujours nous envoyer des messages, SMS ou WhatsApp. Si notre numéro, vous le connaissez, je vous le rappelle quand même, c'est le 93 94 96 64. Je rappelle le numéro. SMS ou WhatsApp, c'est le 93 94 96 64. Et cet auditeur qui nous dit, le chef de l'État a dit dans son entretien du 27 avril que la lutte sera longue et dure, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est le silence et l'anonymat qui entoure le décès de nos frères, nos jeunes frères au front, des hommages comme on le voit dans d'autres pays. Ceci permettra de galvaniser les jeunes qui veulent rentrer dans l'armée. C'est vrai. C'est pas vrai. Non, je suis d'accord avec l'auditeur, parce que vous savez que depuis un certain temps... Là, dans les camps, il va y avoir une peur. En tout cas, on vous dit, vous allez aller au front. Vous savez que je crois que depuis un certain temps quand même, avec le budget, oui, la programmation militaire. Voilà, je crois que quand quelqu'un meurt par exemple au front, oui. Il y a quand même une somme allouée à la famille. À la famille, ce qui n'est pas bon. Il faut reconnaître que l'État a fait quand même des efforts, mais l'hommage national dont l'auditeur venait de parler tout à l'heure, il faut le faire parce que ça permet à ce qu'on sache qu'on n'est pas mort inutilement. Ouais. On le voit même quand vous voyez ce qui se passe. On a vu pour nos frères, nos frères, les forces de défense qui sont au Mali, ouais. Quand ils tombent, on les amène justement, on rend hommage. Donc je crois qu'il faut toujours le faire. Il faut le faire. Pour ceux qui tombent ici. Oui, mais parce qu'ils sont tombés également pour la nation. Ils sont tombés pour effectivement la paix. Oui. Préserver la sécurité pour nous en tant que population, nous en tant que Togolais. Donc il faudrait que nos frères qui tombent par exemple au front, que l'État puisse prendre les dispositions. C'est vrai que souvent on envoie le ministre de la Sécurité, le ministre de la Défense, bon on n'en a plus je crois. Oui, on n'en a plus. Enfin, ici on en a, c'est le président lui-même. Voilà lui-même, donc oui. Et puis le chef d'état-major général pour aller soutenir les familles éplorées. Oui. Mais je crois qu'il faut maintenant commencer à réfléchir, voir comment même créer, Eric, ne serait-ce qu'un monument pour tous ces soldats-là qui tombent au front. C'est-à-dire que ce soit au Mali, un peu partout, au Soudan, au Togo, il faut qu'on puisse ériger un monument, une place de la République pour rendre hommage à ces voyants soldats. On parle de monuments aux morts. Voilà, nos voyants soldats qui tombent au front. Parce que ce qui se passe actuellement dans le Nord, vu le nombre élevé des militaires qu'on a déjà perdus sur le front, il faudrait quand même qu'on puisse ériger un monument en honneur effectivement de nos héros. Et essayer de mettre leur nom, essayer d'inscrire. On ne peut pas parler de Panthéon, mais on va lancer le débat tout à l'heure. Il faut quand même essayer vraiment les rendre hommage. Peut-être certains diront, mais c'est trop tôt de le faire. Mais quand même, il faut commencer déjà par réfléchir. Il faut réfléchir parce que tous les jours, les gens tombent au front. Et l'autre aspect, Eric, il faudrait qu'aujourd'hui, le gouvernement, moi je voudrais encore inviter le chef de l'État, M. Faure Gnassingbé. Il faudrait qu'on puisse s'impliquer, il faut que le président puisse s'impliquer personnellement dans la résolution. Il faudrait, Eric, qu'on puisse organiser des forats dans cette localité. C'est important. Ah oui? Oui, organisons des forats pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui se passe réellement, qu'est-ce que les gens veulent. Parce que, Eric, le Togo n'est pas grand. Oui, mais en même temps, le président, je crois, enfin, si je ne me trompe pas, au moment des forums
les agriculteurs, le président Oui. il a parlé avec beaucoup de gens. Vous avez parlé, c'est dans le cadre de l'agriculture. Oui, mais il a aujourd'hui, des communautés. il faut organiser les forats sécuritaires. Ah, oui. D'accord. Il faut le faire. Parler. Oui, oui. Okay. Il faut un forat sécuritaire dans cette localité pour qu'on puisse dire aux gens ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'État, mais ça vous implique également. Et qu'on puisse creuser pour voir qu'est-ce qui se passe réellement. Parce que quand vous prenez par exemple le Togo n'est pas grand. Non. Le Togo n'est pas du tout grand. Pour que les gens viennent facilement frapper et repartir. Je ne sais pas si vous comprenez. Sûrement qu'il doit y avoir un problème. Que les gouvernants puissent avoir le courage d'organiser ces forats de sécurité dans ces localités. Inviter par exemple ceux qui sont les cadres de ces localités-là, qui sont par exemple à Lomé, qu'on puisse associer ces gens et qu'on organise... Pour parler à leurs frères. C'est important. Parce que, Eric, certainement qu'il y a quelque chose. Moi, c'est comme ça qu'on c'est un ennemi extérieur qui nous agresse. Oui. Alors les populations civiles ne peuvent quand même pas... Non, sûrement qu'il y a quelque chose. Vous comprenez? Ouais, au début de l'affaire, on a parlé des bœufs. Justement. Est-ce que ça pourrait encore être à l'origine? Parce que le terrorisme mondial, c'est pas une affaire de bœufs. Non. Quand vous prenez la spécificité du Togo, oui. Quand vous prenez par exemple le Burkina, vous voyez les attaques qui s'opèrent au Burkina, oui. On sent que c'est des communautés souvent qui s'affrontent. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Et les gens là profitent de ces communautés-là pour pouvoir frapper. Et l'autre aspect, quand vous prenez par exemple le Burkina est vaste. Oui. Le Togo n'est pas vaste. Le Togo n'est pas grand comme le Burkina. C'est quand c'est justement. Et puis, ce qu'il faut retenir également pour le cas du Togo, les gens ne sont pas sur le sol togolais. Ils ne sont pas sur le sol togolais. C'est-à-dire que, voilà, ils font des incursions, ils viennent, ils frappent, ils s'en vont. Donc c'est pourquoi j'ai dit, il faudrait aujourd'hui qu'on puisse organiser ce genre de rencontres-là pour dire aux gens. Parce que l'ennemi ne peut pas venir frapper sans complicité. Il y a toujours certainement des complicités. Et c'est à ces complicités maintenant qu'il faut essayer de pénétrer. Vous comprenez? Peut-être que les gens ne seront pas totalement d'accord avec moi. Oui, mais on a un service de renseignement, l'un des services de renseignement les plus performants en Afrique. C'est ce qu'on nous a dit. Oui, Eric. C'est vrai. Oui, les renseignements. Mais il faut également pénétrer les réseaux. Aujourd'hui, pour avoir la vraie information, il faut pénétrer également les réseaux. Il faut les pénétrer. Pas seulement au Togo. Il faut pénétrer également ces gens-là, là où ils sont. C'est-à-dire que les pays dans lesquels ils viennent frapper, il faut essayer de pénétrer ces gens de réseau par rapport au renseignement. Moi, je le dis une fois encore, le Togo n'est pas vaste. Et je ne pense pas qu'on puisse avoir un nid de ces gens-là dans notre pays. Sûrement qu'ils viennent de quelque part, ils viennent frapper et repartir. Donc, c'est pourquoi il dit qu'il faudrait aujourd'hui, comme vous avez évoqué la question des renseignements, c'est en ça effectivement que je voulais en venir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse faire vraiment un maillage de notre territoire. Il ne faut pas avoir peur ou honte de le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse intensifier effectivement ce genre de renseignements-là, de l'autre côté aussi. Alors, est-ce qu'on pourra dire qu'on est dépassé finalement en interne par les événements que si on n'arrive pas et que ça perdu dans le temps, qu'on peut demander un appui extérieur? Je ne sais absolument rien, des bêtises. Mais non, c'est pourquoi j'ai dit, quand vous voyez... Ça va être une bataille transversale. Quand vous voyez ce qui se passe... Il n'y a pas que le Togo qui est je suis d'accord avec vous. Mais il faut reconnaître que quand vous prenez par exemple ce qui se passe au Burkina, ce qui se passe par exemple au Mali, et vous comparez à notre pays, le Togo, vous voyez que c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que les gens qui viennent attaquer, comme je l'ai dit encore, ils n'ont pas un espace dans notre pays. Hier, là, vous allez voir que peut-être l'armée a commencé par ratisser au niveau de la localité du Togo. Ils ne trouveront personne. Peut-être qu'ils ont déjà opéré et ils se sont volatilisés. Peut-être vers l'autre frontière. Et j'avais appris entre-temps également que c'est comme s'il y avait un accord entre le Togo et le Burkina. Oui, si. Pour poursuivre jusqu'à une limite. Donc il faudrait aujourd'hui qu'on puisse activer une fois encore ces genres de réseaux. Pour que lorsque, par exemple, on attaque le Togo, que
le Burkina soit en même temps alerté que, attention, il y a une attaque ici, il faudrait que vous puissiez nous aider à commencer par ratisser au niveau de ces zones. Et l'autre chose, en tout temps, on avait appris que le Togo a également acquis les drones. Je ne sais pas si ces drones-là sont encore opérationnels, justement. Je ne sais pas si ces drones-là également sont également opérationnels également. Donc il faudrait aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, comme vous l'avez dit. C'est vrai que l'armée ne communique pas. Ouais. C'est ça le vrai problème. On ne sait pas quel matériel l'armée dispose par rapport à ces genres d'attaques. Mais une fois encore, ce que moi je voulais dire à nos compatriotes, ce qui se passe aujourd'hui au niveau du septentrion, ça nous concerne tous. Oui. Il ne faudrait pas qu'on dise que peut-être que c'est là-bas seulement. Il faut qu'on puisse vraiment qu'on soit unis, soudés par rapport à cette situation. Le Togo est en guerre contre un ennemi. L'ennemi invisible. Invisible. Et puis vous savez, Eric, pour combattre un ennemi invisible, c'est vraiment difficile. Parce que vous ne savez pas là où, par quel bout vous allez le prendre. Vous voyez, donc ça nécessite une fois encore que nous tous, nous soyons unis par rapport à cette situation. Il y a un auditeur qui dit, bien sûr, un auditeur qui nous dit, j'ai l'impression que la lutte contre le terrorisme ou les terroristes est menée isolement par chaque pays. Il faut nécessairement que le Togo, le Bénin, le Burkina, le Ghana s'organisent de concert pour prendre en tenaille ces bandits. Il y a eu plusieurs réunions des ministres de sécurité de ces pays-là, justement. Oui, mais vous savez, Eric, ce qui m'a choqué lors de la dernière rencontre des chefs d'État je crois c'est de l'Union africaine, de la CEDEAO. Oui, la CEDEAO. C'est CEDEAO, oui. Voilà. Et vous vous rappelez que lors d'une résolution, il a été question de former une armée oui, pour combattre les coups d'État. Mais j'ai dit, mais ça c'est une aberration, Eric. Ce qui se passe dans nos États aujourd'hui, ça n'émeut personne et qu'il faut seulement former l'armée pour combattre les coups d'État. C'est quand même un peu triste pour nos dirigeants. Moi, je croyais que à cette rencontre de la CEDEAO, on devait acter l'acte de la création de cette force-là antiterroriste. Ça comment je m'attendais. Et je me disais que peut-être, même déjà cette semaine-là, la force-là devait se mettre en branle pour aider, par exemple, ce qui se passe au Burkina, au Mali et au Togo. Mais on dit non, il faut une force pour combattre les coups d'État. Mais il faut qu'on soit en vie avant que quelqu'un ne fasse un coup d'État, ou bien Eric? C'est évident. Oui, il faut qu'on soit en sécurité avant qu'on ne fasse un coup d'État. Donc, je crois que quelque part, souvent, quand nos dirigeants se retrouvent, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe souvent dans la prise des résolutions sur les crises que l'Afrique est en train de traverser. Vous l'avez si bien dit. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana, d'unir effectivement leurs forces? Lorsque, par exemple, le Togo est attaqué, qu'en même temps, ces forces mobiles-là puissent décoller pour venir, par exemple, au secours du Togo. Lorsqu'on attaque, par exemple, le Burkina. Vous voyez? Donc, je crois que, Eric, il faudrait aujourd'hui que nos chefs d'État, c'est vrai, ils sont là pour les peuples, mais il faudrait qu'ils se consacrent plus pour la sécurité des peuples. La CEDEAO des peuples. La CEDEAO des peuples. Il y a l'auditeur qui nous dit, s'il vous plaît, demandez à savoir combien perçoivent par jour. Il parle des militaires. Alors, on a évoqué le cas des militaires togolais, par exemple. Et l'auditeur qui dit, pourquoi ne pas créer une base de drones à Dapaman pour qu'il n'y aura plus d'attaques, pour qu'il puisse intervenir, pour qu'il y en a... Oui, je crois que c'est ce qu'il a écrit, il est simplement écrit, mais on comprend à peu près l'idée. Ça peut être aussi un élément central à atterrir, n'est-ce pas, beaucoup de drones, avoir une base à Dapaman, des drones qui sillonnent la zone, qui photographient la zone permanemment pour que, quand on verra quand même des mouvements, que les forces de défense se mettent en branle. Oui, vous savez, l'histoire... C'est facile à dire, mais justement, dans l'exercice, c'est peu compliqué. Voilà, c'est ça que j'en voulais en venir. Vous savez, quand on parle des drones, vous vous rappelez ce qui s'était passé à Dapaman en tout temps, où les enfants étaient allés fêter, ils rentraient bonnement, et on a déclenché, vous voyez ce qui s'est passé. Vous voyez, les drones, c'est une bonne chose, mais il faut avoir une cartographie précise sur ces genres de drones.
et l'utilisation également. Oui. Parce que si vous ne savez pas faire, vous allez faire plus de victimes, des bavures, voilà, pour dire que vous combattez effectivement les djihadistes. Et finalement, ça va créer encore plus de problèmes. Donc moi je crois que il faudrait aujourd'hui, Eric, pour venir on peut être équipé. Ça, il faut le reconnaître. Le pays peut être équipé, mais si on n'a pas des services de renseignement efficaces, on peut être équipé, mais on ne pourra rien faire. Aujourd'hui, pour venir à bout de ces genres de personnes, il faut des renseignements efficaces. Renseignements efficaces voudrait dire il faut pénétrer effectivement ces zones-là. Il faut le faire. Il faut que des gens, on puisse trouver des gens. Et qui nous renseignent? Oui, des gens qui vont nous renseigner. Et ça, c'est les moyens. Il faut mettre les moyens à la disposition des gens. Moi, je vous dis, si on met aujourd'hui les moyens à la disposition des gens, et les gens qui vont infiltrer ce genre de personnes, ils vont nous renseigner. L'armée est en train de faire son travail. Mais il faudrait aujourd'hui que les renseignements également se mettent en branle. Parce que si les renseignements ne se mettent pas en branle, l'armée peut ratisser. Mais à un moment donné, vous avez vu, on pense que bon, il n'y a plus rien, et c'est en ce moment qu'ils surgissent. Ils frappent et ils s'en vont. Donc je crois que aujourd'hui, il faudrait que, c'est vrai, le gouvernement est en train d'équiper l'armée, mais en plus de l'équipement, il faut que le gouvernement puisse mettre les moyens également pour les renseignements sur cette zone-là. C'est vraiment important. C'est important. Il y a un auditeur qui nous dit, cette frontière Burkina-Togo, on ne peut pas creuser des tranchées bien profondes, comme il y a demain l'a fait en 87 pour contrer les attaques. C'est une question qu'il pose. Et un autre auditeur qui nous dit, on gère le djihadisme comme on ne se soucie pas aussi du développement du pays, puisqu'on n'achète pas les matériels nécessaires pour combattre ce fléau. On ne se soucie pas des Togolais sur tous les plans. Voilà la raison pour laquelle on ne veut pas communiquer, dit donc cet auditeur-là. On a compris, c'est son avis sur le sujet. Je voulais qu'on aborde un autre sujet, puisqu'on parlait des soldats qui tombent au front, qui meurent pour le Togo, que ce soit en interne ou sur des théâtres de combat à l'extérieur, au Mali notamment. On en a vu qui sont ramenés du Mali et donc on a fait l'hommage national ici. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une dizaine de jours ou 2 semaines, Totopolis, le confrère Arakiri a lancé un débat sur la place de nos héros, ceux qui ont gouverné, ceux qui ont occupé des places importantes donc dans l'État et qui sont morts. Est-ce qu'il faut finalement penser à ériger, peut-être qu'on va exagérer un peu, un panthéon pour ce qu'on peut appeler des héros, pour peut-être avoir servi l'État, la nation à un degré donné? Est-ce qu'il faut oser ce débat-là aussi, Jimmy? Oui, d'abord il faut poser le problème de ce que vous venez de citer. Oui. Est-ce que de leur vivant, ils ont servi la nation véritablement? Ils ont servi la nation. Mais est-ce que, en tant que Togolais, est-ce que nous sommes arrivés à valoriser ces personnes? Est-ce que nous les avons valorisées? Le débat se pose d'abord à ce niveau. Nous avons vu un chef d'État intérimaire qui est décédé dans ce pays. Oui. Mais au cours, par exemple, des fêtes de l'indépendance, souvent on ne voit pas ses photos. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, si. On ne voit pas sa photo à côté des autres anciens chefs d'État. On ne le voit pas. C'est pourquoi est-ce que nous arrivons d'abord à valoriser, reconnaître le travail que ces personnes-là ont eu à exercer dans notre pays. À un moment donné de la vie du pays. À un moment donné du pays. C'est ça le problème. Si on arrive à valoriser, à reconnaître les actes, par exemple, que ces personnes ont posés en tant que responsables de cette nation, créer, par exemple, un centre comme ça pour leur... Oui. Il n'y aura pas de souci. Mais du moment où on ne reconnaît pas le travail que ces gens-là ont fait, Eric, on peut tout faire. Ça ne marchera pas. Vous prenez par exemple le cas de Abbas Bonfo dont vous venez de citer tout à l'heure. Dis-moi Eric, quel est le problème? Pourquoi on sait que Abbas a été intérimaire? Oui, il n'a pas été élu, mais il a quand même joué un rôle. Bien sûr, mais il y a eu des dans la vie du pays. Dans la vie du pays, on a vu les Kléber Dadjo, on a vu des gens, des présidents, mais à chaque fête de l'indépendance, on voit quand même leurs photos. Vous voyez,
le problème, c'est l'histoire également. Et si on ne sait pas, par exemple, écrire l'histoire du Togo? C'est-à-dire que, quand je vous comprends, est-ce qu'on sait célébrer nos héros? C'est ça la question. Mais il faut d'abord les reconnaître avant de les célébrer. Oui. Si on ne les reconnaît pas, on ne peut pas les célébrer. La preuve. Et les forces de défense de sécurité tombent. Bien sûr. La preuve. Vous voyez, quand par exemple ils tombent, on les enterre en catimini. Dis-moi, est-ce que tu vois par exemple une cérémonie souvent organisée? On ne connaît pas le nom. Justement. On ne sait pas ceux qui sont morts pour la patrie. Voilà. Alors que dans d'autres pays, vous voyez par exemple une cérémonie qui est organisée, on met par exemple les cercueils, et puis, photos, on cite leur nom, et puis qu'est-ce qu'on fait? On les décore à titre posthume. Oui. C'est vrai que le Togo le fait. Le Togo le fait. Mais on ne le fait pas d'une façon où tout le monde, ça veut dire qu'on le fait en catimini, pas en catimini, mais en présence des familles, et puis c'est fini. Mais la façon dont cela devait être organisé pour que les Togolais également puissent participer, les Togolais puissent également donner leur cœur par rapport à ce que les gens ont fait dans ce pays, on ne le fait pas. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut que d'abord, dans ce pays, on commence d'abord par écrire la vraie histoire du pays. Ah, si on arrive, vous allez sur le terrain, ça? Non, oui, si on arrive à écrire la vraie histoire du Togo, célébrer par exemple... En ce moment-là, ceux qui ont rendu service à la nation. Il n'y aura pas de souci. Mais du moment où on n'arrive pas à écrire la vraie histoire du pays, enseigner la vraie histoire à nos enfants, même si vous créez par exemple ce panthéon-là, les gens seront là en train de vous critiquer. Mais si on part sur une bonne base, on écrit une bonne histoire, on sait le parcours de chacun, je vous dis, on n'aura pas de problème. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas partir vous savez, dans ce pays, on décore les gens. Hein. À la veille de la célébration de l'indépendance du Togo, on voit des gens décorés, voilà, chevaliers de l'ordre du Mono. Ça veut dire que l'État leur est reconnaissant. Pourquoi est-ce qu'à leur décès ou quand ils quittent des fonctions, et que bien des années plus tard, ils ne sont plus là, ils ne sont pas célébrés? Mais c'est ce que j'ai dit, Eric. Vous savez que décorer quelqu'un, c'est reconnaître les mérites de la personne. C'est ça? Oui. Et parce que c'est les services rendus à la nation que la personne a eu à exercer, et c'est là que la nation reconnaît. Dans plusieurs domaines. Dans plusieurs domaines. Dictation, science, littérature, musique. Et ça, c'est une bonne chose. Vini Hope qui est décédé. Décédé, on l'a vu. On aurait pu avoir tout un panthéon, on met Vini Hope. Justement. Donc, vous voyez, donc c'est pourquoi j'ai dit, quelque part, vous savez, on fait des choses comme si, bon, des fois, le Togolais, c'est comme si on le force à faire certaines choses. On le fait, c'est comme une feuille de paille. Ça prend, après tout, ça s'éteint et c'est fini. On ne le reconnaît plus. Alors que ça ne devait pas être comme ça. Moi, je reviens une fois encore à mes propos. Il faudrait d'abord qu'on écrive la vraie histoire du Togo. Si on arrive à écrire la vraie histoire du Togo, célébrer par exemple le euro ne considère aucun problème. Parce qu'aujourd'hui, Eric, vous allez vouloir mettre encore des gens dans ce panthéon-là. Les gens trouveront toujours à dire pourquoi on n'a pas mis Eric, pourquoi c'est tel on a mis. Vous voyez, nous serons dans ce pays dans une critique permanente. Donc, mais il faudrait, si on arrive à écrire, si on suit l'histoire du Togo, on l'écrit et les gens savent que c'est ça, célébrer les euros, ça ne va pas créer un problème. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Ah oui, il y a un auditeur qui me dit combien d'anciens présidents, le Ghana, le Sénégal, le Nigeria, depuis 2005 à 2003, comparé au Togo. Ça se dit une pagaille, je pense que est réalisé par rapport au sujet précédent. Voilà, je crois que c'est ça. Peut-être que la réflexion va continuer sur ce sujet-là. Peut-être qu'on lance un premier débat aussi avec le confrère Arakiri. On verra peut-être la réflexion qui se mène, on ne sait pas trop. Merci en tout cas de nous suivre sur la radio. Génial Taxi FM, nous sommes avec Jacques Diakouti, notre éditorialiste, et nous sommes en train de passer en revue quelques sujets qui nous semblent assez intéressants aujourd'hui. On vient de parler donc des forces de défense et de sécurité qui sont encore victimes d'une nouvelle attaque au nord Togo. L'information, comme toujours d'ailleurs depuis le début, n'est jamais officielle.
mais quelques bruits donc qui sortent quand même, et des fois, bon, on vient allumer nos projecteurs un petit peu là-dessus. On parle également de la place de nos héros. Est-ce qu'il faut un panthéon pour nos héros, le héros de la nation? Vous aurez l'occasion, n'est-ce pas, de réagir aussi naturellement lorsqu'on vous donnera la parole pour intervenir en direct. Et ça nous amène à parler de Gabriel Messon Agbeyomi Kodjo, bientôt de retour au Togo sur la question. On en a parlé un petit peu légèrement hier. Et puisque c'est le regroupement auquel il appartient, la dynamique Monseigneur Kodjo, qui a annoncé que Agbeyomi Kodjo pourrait être sur le sol togolais avant les prochaines élections. Mais c'est bien son pays. Il a le droit de venir dans son pays quand même. Et bien sûr, vous savez, Eric, quoi qu'on dise, il ne faut jamais souhaiter même à ton pire ennemi l'exil. Oui. Non, à ton pire ennemi, il ne faut pas lui, vraiment, il ne faut pas lui souhaiter l'exil. Et vous savez, les circonstances dans lesquelles Agbeyomi est parti. Oui. Et quand vous consultez par exemple les annales du ministère de la Justice, nulle part il n'est pas dit que l'État togolais a porté plainte contre Agbeyomi. Oui. Je ne sais pas si vous avez eu... Oui. Non, moi je n'ai pas vu où l'État togolais a porté plainte contre Agbeyomi. Je ne l'ai pas vu. Je crois que c'est Agbeyomi Kodjo qui est parti, compte tenu de la pression qu'il y avait après la proclamation des résultats et de l'investiture également du président de la République. Aujourd'hui, si M. Agbeyomi Kodjo choisit de rentrer... Il faut préciser qu'il est quand même, il y a des problèmes avec la justice. Oui, ça c'est autre chose. D'accord. Ouais. Ça c'est deux débats à deux niveaux. D'accord. Voilà. Si aujourd'hui M. Agbeyomi Kodjo choisit de revenir, mais c'est son pays. Et puis l'autre aspect, Eric, vous savez, quand il a fait cette déclaration, ne pensez pas que c'est un coup de chapeau, il dit qu'il va revenir. Certainement qu'il y a eu des discussions, des négociations. Ah oui? Ah, bien sûr, avec son parti, avant qu'il ne revienne. Et l'autre aspect, ce que je ne comprends pas, je ne sais pas si vous avez suivi un peu un des porte-parole de la DMK, oui, où il disait que non, bon, que eux, ils continuent toujours, ils vont par rapport à la plainte sur le message que Macron a adressé à Fort Gnassingbé. De félicitations. Voilà, qu'ils continuent toujours pas activer cette plainte. Vous voyez, il faudrait que les gens cessent d'amuser la galerie. Comprenez, Eric? Que les gens cessent d'amuser la galerie. Macron a reçu M. Fort Gnassingbé à plusieurs reprises. Oui, au moins 2 fois. À l'Élysée. Depuis sa réélection. Mais justement, bon, entre recevoir quelqu'un et le message, qu'est-ce qui est le plus important? Quelqu'un qu'on exhibe à la place publique. On a vu les honneurs militaires quand M. Fort Gnassingbé allait à l'Élysée. On a vu M. Fort Gnassingbé serrer la main, oui, récemment, c'était un dernier. Bien sûr, à Macron. Et on a vu M. Fort Gnassingbé invité personnellement à l'Élysée pour discuter des questions sécuritaires avec M. Emmanuel Macron. Mais revenir encore pour dire que nous contestons, nous activons encore cette même plainte, vous voyez que vraiment il faut que les gens soient sérieux, cohérents envers eux-mêmes. C'est-à-dire que soit on sait ce qu'on veut, ou soit on ne veut pas. Si aujourd'hui M. Agbeyomi revient dans le pays, il revient en tant que qui? En tant que simple citoyen. M. Agbeyomi ne revient pas au pays en tant que président de la République. Il y a déjà un président. Oui, mais en même temps, vous dites que si son parti dit aujourd'hui qu'Agbeyomi va rentrer au Togo, peut-être parce qu'il y a eu des discussions préalables avec qui, puisque le pouvoir, l'État togolais n'a pas porté plainte officiellement contre Agbeyomi Kodjo. Mais avec qui cette discussion aurait pu avoir lieu avant, à votre avis? Mais avec la justice? Puisqu'il y a des problèmes avec la justice togolaise. Justement. Il peut discuter avec les fonds du pouvoir. Ah mais oui. Mais comment? Qu'est-ce qui n'est pas possible? Tout est possible. Parce que il ne peut pas se lever comme ça pour dire que lui rentre au pays. Il sait. Soit il a lancé une balle d'essai pour voir comment ça va évoluer.
soit il a négocié. Ça, c'est les 2 points qu'il faut retenir. Mais ce que moi, je voudrais que les gens... Il faut que les gens soient cohérents. M. Faure Gnassingbé a fait déjà 2 ans de son... ou bien 3 ans. 3 ans. Voilà, 3 ans de son mandat. Et M. Faure Gnassingbé a été reçu à plusieurs reprises à l'Élysée. Ramener encore cette victoire de 2000, combien là 2020. Mais Eric, quand même, il faudrait que les gens soient sérieux. Hein, que les gens soient sérieux envers eux-mêmes. Écoutez, vous savez, une république, c'est pas comme un salon. Vous comprenez? Vous rentrez, vous sortez comme vous voulez. Une république se respecte. Et c'est les institutions. Et depuis un certain temps, le Togo a ses institutions. Les institutions du Togo fonctionnent. Et on n'a pas vu un ministre de M. Agboueme Kodjo occuper un poste. En temps, ils avaient nommé même les ambassadeurs, les ministres, mais ils sont où aujourd'hui? Ces ambassadeurs sont ministres ou non? Soyons quand même cohérents, sont sérieux. Moi, je l'ai dit, l'exil, il ne faut pas le souhaiter à son ennemi. Si M. Agboueme choisit de rentrer, c'est une bonne chose. Parce que il le dit tout le temps, que lui préfère être chez lui pour manger son adémé. Donc, il n'a qu'à rentrer, son adémé l'attend. Mais vouloir encore agiter l'histoire de 2020 par rapport à son élection, par rapport à l'être envoyé à l'Élysée, moi je pense qu'il est temps d'arrêter ça. Non, il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter. Et Yann Issa qui me dit, moi je pense pas que le retour d'Agboueme soit de sitôt, en écoutant le vice-président hier sur la FM, moi je ne vois pas un signe d'apaisement dans les discours des proches de ce parti pour un retour d'Agboueme. Dans ces conditions, ça va être compliqué quand même. Hein. S'il rentre, il sera peut-être cueilli par la justice togolaise qui devra le chercher aussi parce qu'il était quand même sous contrôle judiciaire. Je ne crois pas que la justice ils vont l'arrêter par rapport à quoi? Mais il ne devait pas partir. Non, Eric, j'ai dit, si, connaissant M. Il y avait un juge qui était sur son dossier. C'est ce que je vous dis. Si M. Agboueme Kodjo dit aujourd'hui qu'il va rentrer, Eric, je vous dis, c'est 2 balles d'essai. Soit il a lancé la balle pour voir la réaction des autres, soit il a négocié avant de rentrer. Ça, c'est les 2 options. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire du tout. Ça, c'est les 2 options. Soit il a négocié avec le pouvoir, soit il a lancé la balle de ses pouvoirs, ce que le pouvoir va faire par rapport à sa déclaration. Parce que, pour le moment, il dit qu'il est dans un champ de maïs. Sûrement, il a lancé la balle de ses pouvoirs. Est-ce que, en disant qu'il est dans le champ de maïs, il veut rentrer, est-ce qu'on va envoyer encore les soldats dans ces champs-là pour vérifier pour voir s'il est là-bas? En fait, c'est ça. Agboueme, vous savez que c'est un stratège, c'est un fin politicien. Et qui dit Agboueme Kodjo, vous savez, les postes que le monsieur a occupés dans ce pays. Donc, c'est pas un enfant de course. Donc, je crois que rentrer dans son pays, c'est une bonne chose. Si Agboueme il a choisi l'option aujourd'hui de rentrer, c'est une bonne chose. Vous prenez par exemple M. Fanko Pojuro Philippe. Si Monseigneur choisit de revenir aujourd'hui, c'est son pays. Et je ne vois pas en quoi M. Fanko Pojuro va vouloir revenir dans ce pays aujourd'hui et que l'État togolais puisse s'opposer à ce que ce monsieur-là rentre au Togo. Je ne vois pas du tout. Vous voyez? Et c'est une très bonne chose lorsque, par exemple, les Togolais qui vivent à l'étranger, qui ont maille à partir avec leur pays, s'ils rentrent, mais c'est une joie. Vous voyez, c'est une joie. Il ne faut pas du tout l'exil, ça Eric, je sais ce que c'est. Il ne faut pas souhaiter ça vraiment même à son pays. Alors, s'il y a des gens qui cherchent à rentrer au pays, malgré leur statut, leur positionnement politique vis-à-vis du pouvoir, il y en a qui sont en prison aujourd'hui. Justement. Et bon, maintenant, après, chacun peut avoir son avis là-dessus, si ce sont des détenus politiques ou pas. On a écouté le proche du pouvoir dire que non, il n'y a pas de détenus politiques au Togo. Et on voit ceux qui sont dehors aussi, qui ont leurs parents là-bas, qui pensent qu'ils ont été arrêtés, détenus pour leur opinion politique. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des gens qui sont en prison depuis. Il y a Jean-Paul Lomolou, son cas vient très souvent. Il y a également un certain Aziz Goma aussi. Et puis il y a beaucoup d'autres jeunes qui sont aujourd'hui en prison. Ça, vous savez, Eric, ça il faut reconnaître que la prison également, ce n'est pas une bonne chose. Pour souhaiter également son pire ennemi la prison. Pour ceux qui ont visité la prison, vous diront que ce n'est pas du tout un lieu où il faut également souhaiter à son ennemi de pouvoir aller.
Aujourd'hui, avec tous ces détenus que nous avons, Eric, c'est pourquoi dans un pays, il ne faut jamais toujours fermer la porte au dialogue. Il faut toujours avoir des couloirs de discussion avec ceux qui sont au pouvoir pour leur demander d'élargir ceux qui sont effectivement en prison. C'est vrai que depuis un certain temps, il y a certains partis politiques qui avaient commencé à réclamer la libération de ces détenus. Il y en a même, on a appris, c'est vrai, qui ont même purgé leur peine, qu'on devait élargir, mais qui continuent toujours pas couper, toujours en prison là-bas. Donc je crois qu'il faudrait aujourd'hui, ça c'est la responsabilité du ministère de la Justice. Si par exemple un magistrat qui rend, vous comprenez, une décision de libération, il faut l'exécuter. Quelqu'un qui a fini sa peine, parce que c'est un détenu politique, vous le laissez là-bas, mais ça n'a pas de sens. Je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai que la politique, il faut toujours demander à ce qu'on puisse effectivement avoir des conditions pour faire la politique. Mais il faut également assainir le milieu politique en libérant ces détenus politiques-là. C'est très important. Parce que vous savez, plus les gens sont en prison, l'opinion internationale, au cours de leurs rapports au niveau des pays, on citera toujours le Togo, qui a tel détenu, il y a ceci, il y a cela, et ça ne fait pas également du bien au pays. Chaque fois, le ministre Moua se rend à Genève pour l'exercice au niveau des droits de l'homme. Oui. Il est toujours interpellé par rapport à ces détenus qu'il y a au niveau de la prison. Vous voyez, donc je crois qu'il faudrait que le gouvernement comprenne, les partenaires également, qu'il ne sert à rien que ces personnes-là soient gardées là-bas. Parce que c'était au cours peut-être d'une élection, je me rappelle que d'autres sont là-bas pendant les manifestations du PNP. Oui, il y a eu Tigre Révolution. Voilà. Il semble qu'il y a encore certains jeunes qui sont là-bas. Jeunes qui sont là-bas. Donc je crois que si par exemple la justice rend la décision, il faut quand même les élargir. Il faut quand même les libérer. Même si vous allez les libérer peut-être sous caution, il faut le faire pour que les gens là soient à la maison et pour que vous puissiez les contrôler. Donc je crois que plus vous les élargissez, plus également il y aura l'appel à caution. Mais tant que ces gens-là seront toujours là-bas, mais à chaque rapport, je vous dis que à chaque rapport au niveau effectivement des droits de l'homme à Genève, ces problèmes vont toujours revenir. On dira non que le Togo a toujours les détenus politiques. Au même moment, le gouvernement dit non, nous n'avons aucun détenu politique. Vous voyez, donc il faudra aujourd'hui que le jeu soit clair, qu'on puisse assainir effectivement, élargir ces gens-là. S'ils ont fini leur peine, quel qu'en soit ce qu'ils ont fait, il faudrait que, au niveau même de la discussion qui a eu lieu actuellement entre le ministre de l'administration territoriale et les partis politiques, il faut également évoquer ce genre de questions pour qu'on puisse effectivement élargir ces personnes-là, qu'on puisse les libérer. Il ne sert à rien de les laisser là-bas tout le temps pour des questions politiques. Alors, il y a un auditeur qui nous dit, évoquant le sujet d'Aguillaume Kodjo, il dit il sera accueilli par 1. les autorités et 2. la justice. Monsieur Jacques, vous servez un plat connu de tous les Togolais car nos soi-disant institutions sont au pas de quelqu'un. Je dis donc à cet auditeur-là. Je ne crois pas. Bon, en tout cas, à lui de choisir l'option. Un autre auditeur qui nous dit que, eh bien, Aguillaume est parti, est-ce qu'Aguillaume est parti de lui-même? Alors, Aguillaume qui est parti de lui-même, selon Jacques, va-t-il discuter avec qui avant de rentrer? Aguillaume a subi toutes sortes de pressions, même militaires. Aujourd'hui, quelqu'un qui est parti de lui-même, va-t-il négocier avant de rentrer? Les propos de Jacques ne sont pas neutres, dit donc l'auditeur. Cette façon de dénier les menaces contre ceux qui ont fui ce pays n'est pas bien. Je suis désolé. Voilà, c'est ce que dit donc l'auditeur. Non, merci à l'auditeur. Je n'ai jamais dit, il faut que l'auditeur me comprenne très bien, je n'ai jamais dit qu'il n'a pas subi de pression. C'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit, parlant par exemple des élections présidentielles, parce que vous savez, c'est le nœud du problème. C'est ce qui a fait qu'Aguillaume est parti. À part, je ne sais pas s'il avait encore un autre problème, à part l'élection de 2020. Je ne sais pas. Mais moi, je parle de l'élection de 2020.
2020, nous tous nous savons qu'un résultat a été proclamé. Un président a été investi. Et un président a déjà fait 3 ans sur le mandat de 2020. Continuez pas à contester, demandez une fois encore, dire que ce président élu est mal élu et que c'est lui qui est élu, et de deux, contester le fait qu'on a adressé un message de félicitations à ce président. Vouloir dire que nous allons encore, qu'on va poursuivre ce président à la justice par rapport au message que l'Élysée aurait envoyé au président élu, au fait, c'est sur ça que moi je me base pour dire non. Écoutez, M. Agome Kodjo, vous avez été un grand politicien. Agome a servi ce pays. Donc si c'est ce côté-là, mais il faut négocier. Et j'ai dit, il ne peut pas revenir si peut-être il n'y a pas eu effectivement des couloirs pour qu'il puisse dire qu'il va revenir avant les élections. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais je ne dis pas que il est parti, qu'il n'y a rien qui s'est passé. Taxi FM. Merci de nous rejoindre sur la radio Taxi FM. Nous sommes à la gare routière de l'information ce matin avec notre éditorialiste Jacques Diakouti, où on est en train de faire une revue des sujets essentiels pour l'actualité, on va dire à peu près. On a parlé du terrorisme, de la place de nos héros, un peu de Agouyoumi Kodjo. Et puis, les élections qui arrivent à grands pas, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore une idée claire et nette sur la date précise, on va dire. Mais on sait que ça aura lieu cette année, ou plus tard en début d'année prochaine, pour les régionales, les législatives aussi. En même temps, la CENI, vous vous rappelez de l'opération de recensement dans la zone numéro 1. Après, on a dit, y compris le gouvernement, que les choses soient bien passées dans la zone numéro 1. On pensait qu'ils iront, zone 2, zone 3, et puis revenir. Après, on a dit, bon, c'est fini. Et ça a été même discuté au niveau du CPC. Oui, vous savez, Eric, vous allez m'excuser. Il y a beaucoup de Togolais aujourd'hui, le cœur dans l'âme, qui ne sont pas d'accord. C'est quand même un peu triste qu'on ne puisse plus revenir sur ce recensement. Vous savez, quoi que les gens disent, quand vous prenez par exemple les autres zones, pas seulement au niveau de Lomé, hein, les autres zones... Il y a eu des problèmes? Il y a eu des problèmes. Et je vous dis que vous serez surpris du nombre d'inscrits dans ces zones-là. Ah bon? Vous serez surpris. Attendez, quand on va afficher les listes, vous allez voir. Vous allez voir que, mais finalement, contrairement à ce que les gens disaient, qu'il y a eu pas eu de problème pour que les gens puissent s'enrôler, il y a eu des problèmes. Donc je demande aux Togolais de croiser les doigts. Vous verrez quand la CENI va commencer par donner publier les listes, vous verrez que effectivement ce n'est pas seulement à Lomé qui a eu des problèmes. Mais moi ce que j'ai dit, vous savez, il est quand même un peu dommage que nous soyons par exemple dans un pays où on ne peut pas laisser aux citoyens d'exercer son droit de vote. Droit de vote voulait dire qu'il faut que les gens s'inscrivent. D'abord, avant de pouvoir voter. Eric, on a toujours dit, dans ce pays, il y a eu d'abord le recensement général de la population et de l'habitat. On savait à peu près le nombre d'habitants qu'on a dans ce pays. Et ou dans certaines zones où on a plus de population que d'autres. Et par dire que ce recensement au niveau de l'élection devait avoir problème, mais ça les a désirés. Moi, je me suis posé beaucoup de questions. Et l'autre aspect, vous savez ce qui se passe aujourd'hui. Il faudrait qu'on puisse éviter des crises inutiles. Crise inutile voulait dire quoi? Aujourd'hui, il y a beaucoup de doublons. Hein. On a recensé un peu plus de 91 000 doublons. Pas même affaire de doublons. Le fait même de ne pas voter, ça va créer encore des frustrations dans ce pays. Et ça risque encore de soulever des manifestations inutiles. Où on va encore inviter la CEDEAO, on va encore inviter Kouaé pour venir... Bon, on espère qu'on ne sera pas là. Oui, mais il faut éviter ce genre de choses. Il faut éviter ça. Éviter ça en faisant pas quoi? En faisant du bien. Il ne sert à rien. Si la CENI dit aujourd'hui, Eric, qu'ils n'ont pas les moyens pour reprendre par exemple le recensement, Dieu merci, nous avons les mairies. Les mairies sont là aujourd'hui. Que l'État puisse prendre par exemple ces mairies et demander par exemple à nos compatriotes qui ne sont pas fait recenser d'aller au niveau de ces mairies-là pour pouvoir s'inscrire. Simple comme bonjour.
Je ne vois pas en quoi ça va créer un problème, par exemple. Ah, le matériel d'inscription, il faut la logistique. Oui, on peut déployer cette logistique-là dans les mairies. Et cela peut bien se passer. Peut-être on pourra dire non, bon, est-ce que on aura ceux qui seront là, le personnel et tout. Mais le personnel, c'est quoi? Il faut le payer. Mais on peut les payer, Eric. Si on multiplie, par exemple, vous voyez le nombre de mairies que nous avons sur cette étendue du territoire, je vous dis que ça ne créera aucun problème. Les gens vont se recenser, on n'aura pas de problème. Mais laisser tout ce monde-là sur le carreau, Eric, j'ai peur que cela puisse créer des tensions. C'est-à-dire que si aujourd'hui le gouvernement décide, avec la CENI bien entendu, que la semaine prochaine, on va encore ouvrir d'autres sessions d'inscription, vous savez qu'il y en aura beaucoup de Togolais. Les gens vont y aller. Les gens vont aller. Et puis l'autre aspect aujourd'hui, c'est qu'il faut combattre également. Je ne suis pas d'accord également avec certains Togolais qui sont en train de décourager d'autres. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas inscrits sont en train de décourager ceux qui sont inscrits d'aller voter. Ah non. Ah non, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas inscrit et vous découragez également les autres de ne pas aller voter. Ça n'a pas de sens. Donc je crois qu'il faudrait aujourd'hui, c'est vrai que la CENI a déjà dit non, que le problème de reprendre le recensement là, que ça c'est fini. Oui. Mais c'est pas bien, il faut le reconnaître, il faut le dire, c'est pas du tout bien pour notre pays. Parce qu'on ne peut pas empêcher à un compatriote d'exercer son droit civique. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas du tout de sens. Oui. Vous voyez? Et puis l'autre aspect, ce n'est pas le citoyen qui a refusé d'aller se faire recenser. Eric, les gens sont contrairement à ce qu'on voyait. Les gens sont allés le premier jour, deuxième jour, troisième jour, ils n'ont pas pu. Vous comprenez? On a prorogé. Voilà. Ils sont allés. Ils n'ont pas pu. Là, on ne peut pas accuser, par exemple, le citoyen. Ce n'est pas le citoyen qu'il faut accuser dans cette histoire. Et l'autre aspect, ce qui est bien même dans cette affaire, vous vous rappelez qu'au cours d'un conseil des ministres, qu'est-ce que le gouvernement a dit? Le gouvernement a reconnu qu'il y a eu des problèmes. Mais s'il y a un problème en tant que gouvernement, qu'est-ce qu'on fait? On règle, on corrige. On corrige le problème, on avance. Mais si on ne veut pas le faire, bon, parce qu'on n'a pas les moyens, ça n'a pas de sens. Les moyens veut dire quoi? S'ils n'ont pas les moyens, Dieu merci, ils ont les mairies. Ils n'ont qu'à s'adosser à ces mairies-là et reprendre par exemple ce recensement pour ceux qui n'ont pas pu le faire. Il n'est pas encore tard, c'est ça? Dis-moi, Eric, on sait que pour le moment on n'a pas fixé la date des élections. Oui. Et de gauche à droite, on apprend que ce serait une élection couplée. Oui. Les régionales et les législatives. Donc, si c'est ça, si on doit coupler par exemple ces deux élections-là, mais Eric, il n'est pas encore tard pour le faire. Je vous dis, si par exemple la CENI opte pour l'option des mairies, je vous dis que ça va marcher. Ça ne va pas créer, ça ne créera aucun problème pour que les gens puissent effectivement se faire enrôler. Ça ne va créer aucun problème. Très bien. Merci beaucoup. Et un dernier sujet avant d'ouvrir l'antenne aux auditeurs, ceux qui souhaitent nous rejoindre en direct, puisqu'il est 2h sur la radio, c'est... vous vous rappelez, il y a 2 semaines environ, on a parlé du trafic de drogue à l'antenne, où le phénomène se répand comme une traînée de poudre. On parle d'un taux de 500% en Afrique de l'Ouest, et aussi le Togo est dedans, puisqu'on est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Alors aujourd'hui, le gouvernement togolais, en tout cas par l'entremise du ministère de la Sécurité, évoque la consommation de chicha. Il y a une interdiction, le tampon est posté, interdiction de la consommation de chicha au Togo. Est-ce que le ministère de la Sécurité a véritablement les moyens pour contrer ce phénomène-là? Je voudrais d'abord, il faut quand même féliciter le ministère de la Sécurité, le général ministre Yark, qui a pris cette décision. Mais vous savez, Eric, il faut qu'on se dise la vérité. La chicha, là, ce n'est pas les enfants des pauvres. Oui, quelqu'un l'a dit hier. Non, ce ne sont pas les enfants des pauvres. Non. Ce ne sont pas les enfants des pauvres. Ils sont aussi entraînés, quand même, les pauvres. Hein, oui, mais écoutez, c'est les enfants des riches, là, qui entraînent les enfants des pauvres. Donc, je crois que la sensibilisation devait se situer à des niveaux. C'est-à-dire que ceux qui ont les moyens, ils n'ont qu'à sensibiliser leurs enfants. Parce que si on arrive à les caser, je ne pense pas que l'enfant des pauvres là seront entraînés. Et de deux, qui commande ça? Ça passe où? Où est-ce qu'on fume ça? Eric, c'est pas, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller partout et trouver comment c'est pas fumé. Non. C'est ça.
Il a dit c'est des circuits. Des clubs privés. Justement, voilà, les boîtes de nuit. Voilà, c'est des circuits. Et il semble même qu'il y a aujourd'hui des restaurants pour les chichas. Donc je crois que l'État a les moyens aujourd'hui. L'État a les moyens de pouvoir éradiquer effectivement ce mal. Et moi, ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est au niveau de nos enfants, les écoles. Oui. Aujourd'hui, vous prenez les écoles, les enfants également fument ça. Les enfants fument. Donc, ça vient d'où? Donc, sans ça, il faut tellement que l'État doit s'adonner. Les circuits par lesquels, effectivement, ce chicha-là passe pour venir dans le pays et là où c'est fumé. Quand vous allez à certains endroits... Mais en même temps, regardez, sur même la cigarette, aujourd'hui, il y a la mention « nuit gravement à la santé ». Alors, si le gouvernement estime que ça nuit gravement à la santé, pourquoi est-ce qu'on autorise ça à vendre? Notre de cigarette. Mais Eric, est-ce qu'on n'est pas en train de nous duper là? Mais prenez même... on interdit la chicha, mais la cigarette à volo. Il y a même les endroits quand vous allez au niveau de la fonction publique, vous allez dans certains ministères des bureaux, on vous dit de ne pas fumer. Oui, si. Place à ne pas fumer. Mais les gens fument. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Il faudrait aujourd'hui que l'État puisse amender. Si on passe aux amendes, je vous dis qu'il y a certaines choses qui vont cesser. Oui, mais vous avez parlé tout à l'heure. Pas une forme d'hypocrisie. Quand on dit, ok, la cigarette, vous pouvez fumer. C'est-à-dire, comme on ne l'interdit pas, ça veut dire qu'on peut fumer. Et qu'on interdit la chicha. Quelle est la différence entre les deux, véritablement? Oui, là, vous savez, quand on prend par exemple la... Est-ce que les deux nuisent gravement la santé? Oui, mais la chicha, pour ceux qui en consomment, vous savez, souvent ça dérègle la mémoire de l'homme. Surtout les enfants. Les enfants qui fument ça, quand vous les voyez après... Jeunes, là. Oui, vous n'allez plus les reconnaître. Il faut combattre ce phénomène-là. Ça, il faut le combattre. Et l'autre aspect, vous avez parlé de la cigarette. Oui. Quand vous prenez par exemple les boîtes, oui. on dit non, que ça nuit gravement à la santé. C'est ça. Mais les gens fument. Il faut s'attaquer à ceux qui fabriquent. C'est ça le problème. Vous fabriquez. Vous dites que ça nuit à la santé, mais vous continuez pas à fabriquer. Finalement, qui tombe qui? Et ce qui autorise cela pour ça rendre ce territoire? Mais écoutez... Vous savez, hier, lorsqu'on a abordé ce sujet, il y a un auditeur qui nous a quand même rafraîchi un petit peu la mémoire par rapport donc... aujourd'hui, on parle de chicha. Mais il y a pire que chicha. Vous voyez, ces boissons énergisantes là. Bien sûr. Mais qui inondent le marché. Mais aujourd'hui, il est vrai que le ministère de la Sécurité a fait un travail énorme par rapport à ces publicités, comme vous voyez, un peu partout dans notre capitale. On dit non, si tu veux avoir un groupe ENI, appelle ce numéro, fais ci, fais ça. Depuis un certain temps, on voit quand même que ça a quand même disparu. Mais l'autre aspect aujourd'hui, là où je voulais inviter le gouvernement, si le gouvernement a les moyens, c'est de s'attaquer à ce réseau TikTok. Si le gouvernement a les moyens. Si le gouvernement a vraiment les moyens... Ce n'est pas des choses extraordinaires au niveau de TikTok. C'est vrai qu'il y a aussi son côté... oui, mais il faudrait aujourd'hui... Le côté, vous savez, certains utilisent TikTok pour valoriser leur commerce, leur connaissance. C'est une bonne chose. Mais certains également, aujourd'hui, Eric, quand vous voyez ce réseau TikTok, mais vous vous posez des questions. Qu'est-ce que les gens veulent, au fait? Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Et les gens, vous les voyez, ils parlent levé, ils parlent le cabinet, et ils expliquent comment un homme peut aller avec une femme, comment jurer avec une femme, comment... Mais je me pose des questions. Et ça, Eric, vous allez voir, nos enfants, les petits-enfants, sont abonnés à ce genre de choses. Si le gouvernement peut également infiltrer ce réseau-là, prendre, je sais qu'entre-temps on a pris certains qui avaient commencé par faire cette dépravation-là au niveau de TikTok. On en a parlé en fond. Donc je crois qu'il faudrait aujourd'hui que l'État puisse accentuer une fois encore cette lutte-là au niveau de TikTok-là pour aider nos enfants. Revenons sur la chicha, je crois qu'aujourd'hui, il faudrait également qu'à la rentrée prochaine, que le ministre Kokoroko puisse organiser les établissements à avoir des brigades de veille. Ah ouais. Oh, il faut avoir des brigades de veille dans les écoles. Hein? Que le ministre Kokoroko puisse organiser les établissements à avoir cette brigade de veille-là. Brigade de veille voulait dire quoi? Vous savez, il y a certains enfants qui sont vraiment incontrôlables. Ils prennent des fiches
qu'ils ont des soucis de santé, quand ils sortent, ils vont là, Eric, ils fument avant de rentrer. Mais c'est ce qu'ils font. Vous allez voir un enfant demander, aller à la direction, que non, j'ai un tel problème, on lui donne la fiche de sortie. Quand il va, il prend son temps, il fume avant de rentrer. Donc il faudrait aujourd'hui que le ministre Kokoroko puisse organiser effectivement les établissements. Quand quelqu'un, par exemple, est malade, il faut toujours appeler son parent. Organiser ces brigades-là. Quand un enfant dit qu'il est malade, qu'on prenne soin d'appeler son papa, sa maman, de venir le chercher. De ne pas le laisser seul, aller par exemple, c'est vrai qu'il y a certains établissements qui sont dotés d'infirmerie, mais des établissements qui n'en ont pas, il faudrait que le ministre Kokoroko puisse tabler sur ça. Demander à ces établissements-là, un enfant qui est malade, appeler le parent, pour que le parent vienne chercher l'enfant pour l'amener à la clinique ou à l'hôpital pour le faire soigner. Très bien, je pense qu'il est l'heure de recevoir les auditeurs maintenant qui peuvent nous appeler. Ceux qui nous appelaient en direct sur le 92 60 81 81, c'est le moment. C'est pas si il y a un auditeur qui est au téléphone avec nous, allô? Oui, allô. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Comment tu vas? Je vais bien, merci. C'est monsieur? C'est Karim de Tassima. Monsieur Karim, nous vous écoutons. Bonjour. Bonjour, monsieur Karim. Le chicha et la cigarette. Lequel le plus pur, c'est la cigarette. La seule chose qui détruit vraiment, c'est les boissons énergisantes. C'est ça même que le gouvernement a fait quitter sur le marché. Il y a la des cigarette. 20% d'alcool, 40% d'alcool. Quand vous prenez, vous n'êtes pas vous-même. Vous êtes tellement saoulé. Vous pouvez prendre la bière même jusqu'à 7, vous n'êtes pas saoulé comme ça. La seule chose qu'on doit faire, c'est la cigarette, la chicha. Exemple, moi ici, si je fume la chicha, je ne peux pas vous mentir, mais je ne fume pas la cigarette. Mais c'est la boisson énergisante qui détruit la jeunesse togolaise. Il y en a plein. Quand vous allez dans l'établissement, il y a ce même culturel qui se passe. Il y a des boissons énergisantes, les enfants prenaient se saoulent, ils font n'importe quoi. C'est la boisson énergisante. C'est plein à l'homme partout, ça arrive. On ne sait même pas de quoi ils fabriquent avec ça. On ne sait même pas quels sont nos amis. Vous prenez une canette très petite comme ça, on met alcool sur ça, et 20%. Quand vous prenez ça, vous n'êtes pas, vous pouvez gicler votre papa à la maison, casser tout. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup, M. Karim. Merci de nous avoir appelés. 92 60 81 81 pour aussi cocher, n'est-ce pas, un sujet qu'on a débattu à l'antenne. Vous prononcez dessus. Il y a un auditeur qui nous dit l'État ne veut pas nous communiquer sur les attaques terroristes et les morts des militaires togolais sur les fronts en 2017, après les événements du 19 août. Le chef de l'État avait parlé en qualifiant certains partis politiques de groupes terroristes et des djihadistes. C'était une très mauvaise communication. Voilà, aujourd'hui, nous sommes vraiment face à du terrorisme. Donc l'auditeur, allô? Allô, bonjour, monsieur Eric. Bonjour, comment allez-vous, cher ami? On m'appelle monsieur Kossi. Monsieur Kossi, nous vous écoutons. Oui. Et moi, je voulais me présenter sur le sujet du terrorisme là. Allez-y. Vraiment, quand moi je vois tout ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, vraiment, moi me fait mal quoi. Parce que on nous a longuement dit dans ce pays que le Togo a eu une armée très 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 forte. Oui. Mais c'est au même moment qu'on me dit ça que quelques personnes, quelques terroristes viennent du Burkina, viennent tuer nos frères et repartir comme ça. Dans ce cas de figure, on a encore une armée professionnelle ou bien une armée puissante. Oui, mais une armée puissante ne veut pas dire qu'on ne peut pas perdre des hommes. Et même les Américains, quand ils vont en guerre, on voit, ils pètent quand même des gens. Mais bon, dans tous les cas, moi j'aimerais que dans tout ce que les Burkinabés et les Maliens font là, des fois ça encourage la population. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Oui. Il y a des vidéos que l'armée burkinabé publie publiquement. Oui. Lorsqu'il y a une opération, ils utilisent les terroristes, ils publient ça. Quand ils publient ça, moi en tant que Togolais, quand moi je vois ces vidéos-là, moi ça me réconforte. D'accord. Parce que quand les terroristes sont morts, nous ne sommes pas au courant, mais quand nos soldats tombent, on est au courant. Ouais. Là, ça fragilise le moral. Oui, de la troupe, oui. 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 Très bien. Sur le sujet de nos héros là. Comment honorer nos héros? Oui, c'est les héros. J'ai mal. Alors souvent, quand vous allez voir, si on va décorer les gens dans ce pays, c'est des gens qui travaillent politiquement pour le régime.
Sinon, le reste là, tout ce que les sportifs, les cadets Koubadja, les Adébayor, les Toufan, ils font dans ce pays, là où ils amènent l'image de ce pays-là. Moi, je ne sais pas que, je n'ai jamais eu l'impression qu'on a décoré Adébayor. Moi, je n'ai jamais su ça. Même tous les Toufan, ils ramènent des trophées dans ce pays, mais bon, rien. Sinon, si les gens qui matent les populations là, on les décore. Vraiment, on a mal quoi. Merci beaucoup, M. Kossi. Merci de nous avoir appelé. Je pense que c'est vous qui avez envoyé déjà le message, mais il y a un auditeur qui a envoyé un message de ce genre-là. Je l'ai en face de moi. Il dit, sur le sujet de reconnaissance de nos héros, une fois encore, j'ai mal. On décore souvent des gens qui ont servi politiquement le régime et puis c'est fini. Je vais vous poser une question, ce qu'il a écrit. Est-ce qu'on a une fois décoré Adébayor Cheyi dans ce pays? Est-ce que les Toufan ont été une fois décorés malgré tout ce que ce groupe nous a ramené comme trophée dans ce pays? Vraiment, ça fait mal. Dit donc l'auditeur. Il y a un autre également qui nous dit sur le problème du terrorisme. Vraiment, j'ai mal au cœur pour mon pays. Je m'explique. Depuis longtemps, notre pays a été toujours en paix. Mais depuis ce temps-là, qu'est-ce que notre pays faisait en matière de renforcement de l'équipement de notre armée? Aujourd'hui, j'ai l'impression que nos militaires n'ont pas d'équipement adéquat pour combattre ce mal. Voilà. Oui, c'est M. Kossi qui nous a envoyé ce message depuis. Mais il y a un autre téléphone à l'eau. Oui. Bonjour. Bonjour, Rick. Bonjour. Jacques qui est avec nous. Oui. Ouais. C'est monsieur Francis. Nous vous écoutons, M. Francis. Alors, je voudrais saluer les deux prophètes Nathan et Daniel. Ils sont les autres. D'accord. Voilà. Je voudrais simplement remercier le général Yak pour cette disposition prise. Quand bien même que ça a été fait, ça a commencé au nord, durant les Évalas. Voilà, on a saisi une opportunité pour commencer par le faire. Mais je crois que dans ce pays, il y a une loi qui interdit de fumer en public. Oui, si. Et la fois dernière, en allant vers au jardin, il y avait un Sahélien qui était à moto qui fumait. Parce que je lui ai dit que mon frère, en le fumant, tu nous contamines. Il m'a dit de lui foutre le camp. Ah ouais. Voilà. C'est des comportements malsains. C'est-à-dire qu'il y a une interdiction au Togo de fumer dans les lieux publics. Ouais. Mais il n'y a pas de suivi. Oui. La preuve, vous avez dit à celui-là qu'on ne doit pas fumer, mais il dit d'aller vous faire foutre. Voilà. Donc je crois personnellement qu'il y a lieu à ce qu'on intensifie les décisions qui sont prises dans ce pays. Que ces décisions ne soient pas restées dans les tiroirs. Donc déjà, un premier pas a été franchi par le général. Je le salue et je félicite cette décision. L'autre point de mon intervention, c'est partant des écoles. On fabrique des trophies qu'on vend, fabriqués à base de cannabis, qu'on vend aux élèves. Ah oui? Il y a eu une grande école, bon, je me garde le nom, et récemment, vous allez même, je voudrais féliciter la police de Djidjolé, qui a fait des trucs à ce niveau pour essayer d'arrêter des dealers. Et je voudrais féliciter la police. Ça veut dire que les autorités sécuritaires savent qu'il y a quelque chose qui se passe chaque fois que les journalistes en parlent. Ouais. Et cet établissement-là, vous allez dans beaucoup d'établissements tels que Jacques l'a dit, l'enfant sort, des fois c'est pour aller prendre le poste, et quand il vient, il vous regarde correctement et puis vous ne savez pas, il vous engage totalement. Et ce qui est très dangereux, à la maison, ça ne peut pas marcher. Je voudrais saluer nos forces de sécurité sur le front. Nous ne pourrons que prier pour eux. Oui, nous n'avons aucune force. Nous demandons à l'Éternel des armées de les protéger, puisque Dieu même est le Dieu des armées. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, M. Francis. Merci de nous avoir appelés. C'est quand même intéressant. Il faudrait qu'on prend des décisions, on prend des lois, on interdit des choses, mais il n'y a pas de suivi derrière. Hein. Je crois que vous avez parfaitement raison. Et il faudrait aujourd'hui que ce que le ministre de la Sécurité a fait, vous savez que le lendemain, il y a déjà certains qui ont été arrêtés. Ah oui? Par rapport à la chicha, par rapport à la chicha. Je crois que ils ont déjà engagé. Mais ce que je voulais dire, par rapport à la chicha, moi je l'ai dit, ce n'est pas les enfants des pauvres. Il faudrait que le gouvernement puisse s'attaquer. Il y a des centres dans ce pays que les gens connaissent. Oui, bien sûr. On connaît ces centres. Oui, bien sûr. Il faudrait que le gouvernement puisse avoir le courage de s'attaquer à ces centres-là. Bon, voilà. Hier, on a fait le débat ici parce qu'il faut trouver une solution alternative aussi. Hein. Le tout policier. Hier, le confrère Gérard n'est pas d'accord là-dessus, mais enfin. Il y a un auditeur au téléphone, on peut le voir, allô? Oui, bonjour. Bonjour.
C'est Komi. Monsieur Komi, comment allez-vous? Oh, à la Togolaise. Ouais, bon voilà, on comprend à peu près. Nous vous écoutons. Sur la question du chicha, oui. Ces derniers moments, est-ce que vous avez fait le déplacement dans la caisse? À la caisse? Oui. Nous avons été renseignés. En face de l'université de Bien sûr. On a été renseignés hier ici à l'antenne. Ça voudra dire que on autorise qu'on mette un restaurant dans lequel vous avez les gammes de chicha, des qualités de chicha. Et maintenant, on nous dit qu'on interdit. C'est pas qui trompe qui. Alors, on va dire que si les gouvernants, le ministère de la Sécurité n'est pas au courant, on le met au courant aujourd'hui. Ah, je passe. D'accord. Sur la question du terrorisme, oui. Nous encourageons nos frères et sœurs qui sont au front. Oui, il y a une incompréhension que l'armée togolaise doit nous prouver. C'est comme si ils sont supérieurs lorsqu'il s'agit de mater une population à main vide. Et quand il faut faire face à l'essentiel, ils ont des couacs. Ça, je sais, j'ai des frères militaires, je leur dis ça chaque temps. Sur ce sujet, je les interpelle encore. Ils n'ont qu'à prouver parce que 12 hommes dans l'administration, avec les familles, les enfants, c'est à déplorer. Oui, bien sûr. Et on en a plus que ça. S'il faut réclamer, ils n'ont qu'à réclamer. C'est pas que je les montre, mais quand vous avez besoin d'un outil pour pouvoir travailler, faire valoir votre expertise, votre savoir-faire, il faut demander à votre supérieur de vous mettre ce moyen-là. Oui, parce qu'il y a un auditeur qui avait envoyé un message de temps. Est-ce qu'ils sont sous-équipés? Il faut qu'ils nous disent. Est-ce qu'ils sont bien payés? Est-ce qu'ils sont suffisamment motivés? Pour finir sur la question des recensements, M. Rick, avec beaucoup de recul, nous sommes braqués. Nous sommes vraiment braqués. Parce que on compte sur les élections pour mettre en place au Togo des régimes démocratiques où tout le monde y va y revient. Mais j'ai comme l'impression, jusqu'à ce matin, que les nommés qui sont à la législature maintenant ont savouré du lait, du temps afin qu'ils ne veulent pas qu'il y ait d'élections au Togo et qu'on continue à nommer les gens. Et eux-mêmes, ils vont, ils se partagent le gâteau et le reste sur les carreaux. À la rigueur, si le père a gagné 80% presque les élections 2020, comptabilisons pour voir si ces 80% de pourcentage détiennent toujours des cartes d'électeurs à ce jour. Et il faut fermer la porte à ces gens-là. D'accord. Merci beaucoup, M. Komi. Merci de nous avoir appelé. On prendra plus d'auditeurs. Il y a un message, je vais lire. Il dit, s'il vous plaît, le gouvernement ne veut rien faire pour l'interdiction de chicha, vu que cela ne touche pas à son pouvoir. On fait tout pour protéger le pouvoir, le reste. Ne les regarde pas, dis donc, cet auditeur-là. Jacques, on va finir. Non, vraiment, merci pour les auditeurs. Parce qu'il faut reconnaître que c'est ça la vitalité de la radio et c'est ça la vitalité également du débat. C'est-à-dire que de la République, justement. Je crois que l'auditeur, je crois que c'est Francis qui disait que il faudrait que on mette toujours nos FDS entre les mains de Dieu. Oui. C'est en ça que je voudrais inviter nos compatriotes. Vous savez, ce que vous adorez, avant de vous coucher, de vous lever, il faut toujours confier nos FDS entre les mains du Seigneur. Parce que il ne sert à rien, Eric, d'avoir un enfant qui grandit, qui va dans l'armée, qu'on le recrute et qu'on l'envoie au fond, et après, on ramène le cadavre. Ça fait très mal, vraiment. Et les 12 soldats sur les réseaux qui circulent depuis hier, c'est quand même énorme. Hein. Si c'est vraiment ces 12 qui sont tombés, c'est énorme. Et il faut vous rappeler également que parmi eux, certainement qu'il y aura des blessés, certainement qu'il y aura également des disparus. Donc je crois que
remettons toujours nos FDS entre les mains du Seigneur. Très bien. Merci beaucoup, Merci, Jacques Diakouty, notre Merci. éditorialiste. Merci à vous tous qui nous avez donc suivis sur la radio Génial Taxi FM Lomé. Tout à l'heure à 12h45, le journal Parler. Ce sera avec Hugues Vignon à Tico. Moi, je vous retrouverai à 13h en temps universel avec Maître Florent Avocat. Nous parlerons de la spiritualité au reste des nôtres. À tout à l'heure.